Alors rebonsoir, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine Soir d'Info avec notre invité Amadou Seck. Il est le président de l'Union des prestataires, des industriels et des commerçants du Sénégal, directeur d'Eurogerm également. Monsieur Seck, bonsoir. Bonsoir. Voilà, ravi de te retrouver, Monsieur Seck. On va donc démarrer cet entretien justement avec la dernière édition du Magal de Touba qui a pris fin il y a 48 heures. Au-delà de l'aspect religieux, l'aspect économique interpelle également. On parle souvent de l'impact économique du Magal sur l'économie justement qui est estimé à 250 milliards de francs CFA. C'est un chiffre qu'on retrouve souvent dans les médias. Et alors, comment tirer davantage profit de cela, notamment pour les populations de Touba et plus généralement pour la population sénégalaise? Merci, je vous remercie pour cette invitation. Je tiens d'abord à présenter mes condoléances à la télévision Futur Média suite au rappel à Dieu de Mme Fatou Kiné Dème, que je connais bien, qui m'a interviewé en journal en Wolof. Et je garde de très bons souvenirs. Absolument. Et je prie Allah de vraiment l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure et que le paradis céleste lui soit ouvert. Ce sont des condoléances attristées que je présente à tout le personnel de la télé Futur Média. Merci. Alors, pour revenir à l'actualité, effectivement, le Magal de Touba est un événement exceptionnel au Sénégal. Cette année, nous avons entendu qu'il y a eu plus de 6 millions de pèlerins, ce qui est un record. Et je crois que le Magal est le moment propice pour toutes les entreprises et même le secteur informel de faire des affaires. Moi-même, je suis directeur général d'une société agroalimentaire et je vous dis, depuis un mois, nous produisons à flux tendu pour pouvoir satisfaire la demande du Magal. Je crois que c'est un événement extrêmement important et qui génère du monde, mais également qui génère des profits de 150 milliards. C'est un chiffre important et je crois que le Sénégal et les Sénégalais en tirent profit. D'autant plus... mais comment, surtout les populations de Touba, parce qu'on parle de 250 milliards, comme vous venez de le dire, mais quand même, sur place, on ne sent pas que la ville vraiment bénéficie de ce pic économique. Je crois que la ville ne peut que bénéficier de ce pic économique parce que tous les secteurs d'activité, moi je suis dans l'agroalimentaire, tous les secteurs marchent, mais également tout ce qui est services, tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est transfert, etc. Je crois que la ville, les populations ne peuvent que bénéficier de ce Magal-là. On sait que ça draine beaucoup de monde et c'est un événement unique. Et je crois mais on parle de comment tirer davantage profit, notamment l'industrialisation qui est pratiquement inexistante là-bas. Oui, je crois que moi, pour vous donner l'exemple, moi je suis directeur général d'Eurogerm, j'ai des clients à Touba. Ce ne sont pas de grands industriels, mais la majorité tiennent des commerces, des boulangeries par exemple. Et donc ils tirent profit parce qu'avant le Magal, ils font des investissements, ils rénovent leur matériel, ils rachètent du matériel pour pouvoir satisfaire la demande. Donc certainement, ça doit être le cas pour toutes les activités qui tournent autour du Magal. Et je crois que c'est une évidence pour moi. On constate souvent aussi un pic d'importation de denrées de première nécessité. Comment inverser la tendance déjà? Vous, au niveau d'Eurogerm, je pense que vous contribuez à cela, mais il va falloir quand même qu'on renverse cette situation pour que la production se fasse sur place. Tout à fait. Je crois que l'analyse pertinente qu'on peut faire de l'économie sénégalaise sur les denrées de première nécessité, l'État a fait beaucoup d'efforts en maintenant les prix, en subventionnant la farine pour le prix du pain, etc. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Je vous donne un exemple factuel. On parle de l'oignon. Vous avez vu la crise de l'oignon avant le Magal. L'oignon est monté jusqu'à... Et c'est récurrent. C'est récurrent, effectivement. C'est pour ça qu'il y a des failles. C'est pour ça que je vous donne un exemple précis. 2 exemples même. L'oignon a coûté 1300 le kilo. Aujourd'hui,
l'oignon coûte 800 francs le kilo, de 12 000 à 22 000 le sac. Et le Sénégal consomme 380 000 tonnes d'oignons par an. Et nous produisons à peu près 430 000 tonnes. Donc ça veut dire qu'il y a 25 à 30% d'oignons qui est perdu. Et ça, ce n'est pas normal. La cause, c'est parce que nous avons un déficit d'infrastructures pour stocker et conserver. C'est un problème. Pour vous dire, juste le mois d'août, nous avons importé 2400 tonnes d'oignons du Maroc, 10 000 tonnes, et 8 000 tonnes d'Hollande, 20 000 tonnes, qui est une masse de 16 milliards qui pouvait être captée par les Sénégalais. Donc c'est là où se trouve vraiment un problème. L'État certainement a fait des efforts, mais aujourd'hui, je crois que des produits, des denrées de première nécessité, il faut organiser. Et c'est là où j'interpelle quand même l'État pour renforcer le secteur privé et créer des champions. Justement, vous, au niveau du secteur privé, qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer cette situation? On parle souvent de l'État, peut-être que vous aussi, vous avez quelque part votre part de responsabilité. Tout à fait, exactement. Je pense que pour le cas de l'oignon, je l'ai dit sur ce plateau, que ce soit l'oignon ou la tomate, l'État doit travailler avec le secteur privé pour créer des unités de stockage et de conservation. J'avais entendu il y a 2 ans, l'ancien ministre du Commerce, on lui a donné 2 milliards pour créer des magasins. J'ai dit sur ce plateau, ce n'est pas son rôle. C'est au secteur privé de le faire. On doit créer des champions qui doivent investir dans des secteurs pour pouvoir régler ce problème. Les 16 milliards qui sont importés, qui sont allés à l'étranger, pouvaient bien servir pour des nationaux. Et il y en a d'autres. Je vous donne le cas aujourd'hui des importations. Vous avez dit, le port de Dakar, c'est surchargé. Aujourd'hui, nous avons une congestion énorme. Au mois de juillet, l'État, on a annulé les surestaries parce qu'on a su que ce n'est pas la faute des commerçants. Aujourd'hui, je vous dis, cette semaine, à partir du 15 septembre, il y a une taxe qui s'appelle le PCS, taxe Port Congestion surcharge de $150 par conteneur qui est appliqué au secteur privé, à ceux qui importent. Un navire, c'est entre 500 et 3000 conteneurs. Vous vous rendez compte? Quelle est la conséquence, ou bien quelles conséquences peut-on attendre de cela? Parce que les compagnies maritimes disent que le port de Dakar est chargé, donc ils l'appliquent à tous ceux qui importent des conteneurs. Et personne ne dit rien. Le ministère du Commerce devrait intervenir. Pourquoi les denrées augmentent? Parce qu'il y a des taxes quand même qui sont appliquées aux commerçants, aux importateurs. Ce n'est pas normal. Voilà, donc ce sont autant d'éléments que je vous dis qui doivent être régulés pour que l'économie tourne correctement. C'est même une réponse à ma prochaine question, parce que si on parle de la situation globale de l'économie du pays, on se rend compte qu'elle est marquée quand même par une conjoncture économique difficile pour les ménages. Qu'est-ce qui peut l'expliquer en dehors de ce que vous venez de dire? Ce qui l'explique, c'est que les Sénégalais vivent une situation extrêmement difficile. Je vous donne le cas des migrants. Vous avez vu, rien que le mois d'août, il y a eu 3000 migrants qui sont partis. Et ces migrants, le 1/5, 600 sont des Sénégalais. Depuis janvier, il y en a eu 16 000 et 8 000 qui sont arrivés au port des îles Canaries. Donc il y a un réel problème. Plus de 1000 morts. Donc il faut absolument à cette jeunesse-là qu'on trouve des solutions. C'est des chiffres officiels. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Vous avez entendu aujourd'hui, il y a 2 bateaux qui ont été vers Louga et l'autre. Mais il faut qu'on trouve une solution pour cette jeunesse. La solution, elle passe par l'emploi, elle passe par la formation, elle passe par le secteur privé qui crée de la richesse pour insérer tous ces jeunes. Je crois que le réel problème, ça se situe à ce niveau. Et l'exemple patent, c'est que beaucoup de Sénégalais, beaucoup de jeunes... Mais est-ce qu'on peut trouver un lien direct entre ce phénomène et, par exemple, la conjoncture économique difficile du pays? C'est partout. Je vous dis, aujourd'hui, l'État, nous avons le devoir de garder nos jeunes. Nous avons le devoir d'intégrer, de former nos jeunes. Nous avons le devoir, aujourd'hui, que nos jeunes puissent
vivre dans un Sénégal meilleur. Et on en est capable, nous sommes quand même un pays où... Mais il faut renforcer le secteur privé qui est créatrice de richesse, qui est créatrice d'emplois, etc. Donc il faut qu'on arrive à ce niveau. Alors comment éviter, tout à l'heure vous parliez de l'oignon, mais justement comment éviter la rupture de certains produits essentiels qui favorisent l'inflation? Je crois qu'il faut que le ministère du Commerce, l'État discute avec les acteurs, avec les importateurs, avec les producteurs. On l'a vu, la crise d'Ukraine, on a vu que l'État a pris les devants avec les industriels pour qu'il y ait suffisamment de blé, pour qu'il n'y ait pas de rupture de farine. Il faut que ce soit le cas, mais pour le cas de l'oignon, c'est spécifique, c'est pas normal. Nous produisons 430 000 tonnes pour une consommation de 380 000 tonnes, donc nous produisons plus que la demande. Donc il faut que l'État mette en avant un dispositif, discuter avec le secteur privé pour qu'il y ait des unités de stockage et de conservation. Et pas que l'oignon, il y a également le riz local qui ne couvre pratiquement que 40% de la population, et ça c'est extrêmement faible comparé à ce qu'on importe. Alors ça, il faut une véritable politique. Pour le riz, pour le blé, on a initié la culture du blé, il faut qu'il y ait une volonté politique, que le foncier soit largement disponible et qu'il y ait tous les aménagements qu'il faut pour que les industriels, les investisseurs s'intéressent à la culture. 40%, c'est pas suffisant, nous sommes loin de l'autosuffisance, mais il y a des efforts quand même qui ont été faits. Et on dépend en grande partie quand même de l'exportation du riz India, et ça c'est un problème. Tout à fait. Voilà. Et un sujet également qui nous pousse à parler de l'actualité politique nationale. Alors, vous, M. Seck, en 2019, vous nourrissiez des ambitions présidentielles. Finalement, ça ne s'est pas fait. On est à quelques mois de 2024. Alors, c'est quoi vos projets pour l'élection présidentielle de 2024? Alors, je peux vous faire cette primeur. Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2024 pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en 2019, j'ai été candidat. Je suis allé jusqu'au parrainage, j'ai déposé... Ouais. Si, j'étais candidat, je suis allé jusqu'au parrainage et j'ai déposé le nombre de signatures demandées. Il y a eu des doublons, etc., qui font qu'on n'a pas continué l'aventure. Mais 2019, j'ai vécu des moments historiques, des moments incroyables, parce que j'ai discuté avec des jeunes, j'ai discuté avec des femmes, des ouvrières, etc. Et ça a été une étape incroyable dans ma vie, que je garde toujours. Et c'est un souvenir incroyable, parce que j'ai jamais eu l'occasion, j'ai jamais eu le temps ni l'occasion de parcourir certaines zones et de discuter avec les populations. Deuxième raison, c'est qu'en 2024, pour une fois, un président sortant va organiser des élections libres, transparentes. Je crois que le président Macky Sall, en renonçant au troisième mandat, a beaucoup apporté pour le Sénégal. Et je crois qu'aujourd'hui, le règne des politiques, on le voit, est en train de diminuer. Les Sénégalais veulent le changement par un autre profil, par d'autres personnes qui sont autres que des politiques, des gens qui ont réussi dans leur vie. Mais déjà avant cela, avez-vous appris de vos erreurs, puisque vous étiez recalé à l'étape du parrainage, et ces étapes sont toujours là, donc vous pensez que cette fois-ci, ce sera le bon? Oui, moi je pense que cette fois-ci, ce sera le bon, parce que depuis 2019, j'ai créé d'autres entreprises, j'ai eu d'autres relations. J'ai réfléchi sur un projet pour mon pays, pour les jeunes. Et ça ne suffit pas pour les parrainages, hein? Non, le parrainage, je crois que ce sera une formalité pour nous. Sincèrement, parce qu'on a un réseau extrêmement important. Et je crois que j'ai lu les termes du parrainage et je crois que nous allons y arriver sans difficulté. Et d'autant plus qu'on voit, moi en 2019, j'ai vu l'engouement. C'était juste un test. C'était un test, mais j'ai vu l'engouement des Sénégalais sur un profil indépendant, un homme d'affaires, quelqu'un qui a une société, qui a des sociétés aujourd'hui, qui crée de la richesse, qui emploie des jeunes. Et on le voit aujourd'hui, la jeunesse, il veut des repères. Ils veulent des gens
qui ont un parcours, qui ont réussi quelque chose qui n'est pas uniquement politique. Et je crois que nous serons nombreux, des gens du secteur privé, à briguer la magistrature suprême. Vous pensez que vous êtes prêt, que vous avez suffisamment de soutien populaire, ou bien le soutien populaire qu'il faut pour un président de la République pour pouvoir diriger ce pays? Mais tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, je suis un Sénégalais, je suis un investisseur, je suis un chef d'entreprise. J'ai créé des entreprises de production qui tournent. J'ai créé une école dans la formation. J'ai des atouts. Et je connais le Sénégal, j'habite le Sénégal, j'ai des amis, des parents, et partout au Sénégal. Et je crois que l'expérience de 2019 m'a beaucoup servi et cela m'a renforcé. Et je crois que, comme à l'instar de certains pays africains qui sont dirigés par des chefs d'entreprise, je crois que le moment est venu et c'est la raison pour laquelle vous voyez de nouveaux profils qui aujourd'hui s'intéressent au pays. Sauf que ce n'est jamais arrivé pour un profil tel que le tien de gagner une élection présidentielle au Sénégal, où on sait que les appareils politiques quand même sont extrêmement importants dans la conquête du pouvoir. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais je crois que cette élection, c'est quand même une élection qui est inédite. Il faut le dire. Ouvert. Voilà, c'est très ouvert. Rien qu'à voir le profil des candidats qui existent, ça émane de partout, du secteur privé, de la société civile, etc. Parce que nous avons tous senti le besoin d'un changement. Nous avons tous, les populations veulent un profil différent, un profil qui n'est pas politique, un profil qui inspire les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui vont voter, les femmes, etc. Et je crois que j'agis beaucoup dans le social et je crois que beaucoup me connaissent parce que je joue un rôle important sur l'accompagnement social et nous allons œuvrer pour réduire cette fracture sociale et je pense que ça peut faire la différence. Même si c'est un peu prématuré, peut-être peut-on avoir une idée de ce projet qui vous tient à cœur, que vous voulez soumettre à la population sénégalaise? Alors ce projet, il part de mon vécu. Aujourd'hui, je travaille au Sénégal, mais je sillonne l'Afrique. Je couvre l'Afrique de l'Ouest, donc je rencontre les populations au-delà du Sénégal. Et ce projet-là, je l'ai mûri, je l'ai écrit sur mon vécu. Parce que je suis parti d'un Sénégalais commun. J'ai créé une industrie, j'ai créé une deuxième industrie aujourd'hui qui fonctionne très bien. J'ai investi dans la formation professionnelle, j'ai formé plus de 1000 jeunes qui sont insérés dans l'emploi, dans l'entrepreneuriat, etc. Et je crois que nous qui partons de zéro, qui arrivons à des résultats spectaculaires, je crois que gérer un pays dans la droiture, avec les règles, etc., c'est ce que demande le pays. Et les gens ne veulent que voir les profils, les écouter et puis trouver. En 2019, moi j'étais plus qu'inconnu du bataillon, mais j'ai réussi à rassembler le nombre de signatures. Vous n'étiez pas passé. Hein. Je ne suis pas passé, c'est vrai. Mais j'ai réussi quand même à rassembler le nombre de signatures nécessaires pour au-delà même. Et j'ai vu l'engouement, les gens qui étaient curieux de voir un nouveau profil, de voir, d'écouter des discours, des projets et ce qu'on peut leur apporter. Parce que les populations aujourd'hui ne demandent qu'être en sécurité. Nous allons, en 2024, nous serons à l'orée de l'exploitation du gaz et du pétrole. Nous avons besoin d'un pays stable, un pays de paix, mais aussi d'être dirigé par des visionnaires qui sont capables aujourd'hui de créer de la richesse et de faire quelque chose pour cette jeunesse qui s'en va. Voilà. Et quelle est justement votre appréciation de la situation politique actuelle, marquée quand même par beaucoup de tensions au Sénégal? Oui, nous avons vécu des périodes extrêmement douloureuses, extrêmement difficiles. Pendant 2 ans, nous avons entendu des procès, nous avons eu des rendez-vous ratés, il y a eu des émeutes, il y a eu des casses, il y a eu beaucoup d'agressivité. Et je crois que c'est dommage pour notre pays. La situation actuelle
du pays mérite d'être revu. Il faut qu'il y ait la paix. Un grand pas a été fait par le président de la République en renonçant au 3e mandat. On a vu tout de suite comment les choses se sont apaisées. Il faut continuer. En faisant quoi, par exemple? Vous faites référence à l'emprisonnement d'Ousmane Sonko. Et par exemple, aujourd'hui, je crois, sincèrement, je peux vous dire ma vision, ce qui n'intéresse que moi. Pour moi, la place d'Ousmane Sonko n'est pas en prison. Je crois que des deux côtés, il y a eu des manquements, il y a eu des ratés. Je suis certain, là où il doit regretter ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu des appels à la violence. Nous-mêmes, qui habitons dans des quartiers soi-disant résidentiels, nous avons vécu des situations complexes où des jeunes passaient, ils pouvaient brûler nos maisons sans savoir. Et de l'autre côté également, je pense qu'on nous a vendu un procès avec un procès pour viol. Et en finalité, qu'est-ce qu'on a eu? Des corruptions de jeunesse ou bien vol de portable, etc. Donc il y a des choses qui ne vont pas. Pour moi, j'ai entendu, je crois, Alioune Tine le dire, il faut absolument, moi c'est mon avis, je crois qu'il faut libérer Ousmane Sonko, qui rentre chez lui. Après, maintenant, qu'il soit plus candidat ou qu'il y ait un plan B, j'entends un plan B, etc., je crois que ça mériterait d'apaiser la situation. Le Sénégal est au-dessus de tout ça. Donc vous êtes pour une participation inclusive à cette élection présidentielle? Ah oui, moi je pense que il y a eu des manquements, comme je l'ai dit, des deux côtés. Il faut, mais par contre, je crois que sa place n'est pas en prison. Il faut absolument, moi je crois que le président Macky Sall, comme l'a dit Alioune Tine, je le répète, on est du même avis, je l'ai écouté et je suis du même avis que lui, il doit rentrer chez lui. Après, maintenant que la justice, que certaines choses soient faites, il y a eu des erreurs, qu'il le paye, je suis tout à fait d'accord, mais il doit rentrer chez lui. Et ça, uniquement, le président Macky Sall peut prendre la décision. Et je crois que le Sénégal vaut la peine. Nous allons vers des situations importantes, nous allons en 2024 exploiter, nous serons un pays gazier, notre croissance sera à 2 chiffres. Je crois que fort de tout ça, il faut quand même réfléchir pour entamer et éviter le syndrome de ce qui se passe dans la sous-région. Justement, la sous-région, on en parle avec ces coups d'État non plus finir. Quel impact cela peut avoir, par exemple, sur les perspectives économiques? Mais je crois qu'aujourd'hui, tous ces pays, nous ne pouvons pas dire que nous faisons une exception. On a vu ce qui s'est passé avec les agressions. Pour le moment, pour des régimes militaires. Mais notre pays a été fragilisé. Moi, je sillonne l'Afrique. J'étais au Burkina avant. C'était très passionnant d'être sur l'avenue Kwame Nkrumah. Il y avait de la musique jusqu'au soir. Aujourd'hui, c'est désert. Au Mali, je rentre du Mali il y a 1 mois. C'est pareil. Les situations sont compliquées. J'ai vécu la période de guerre en Côte d'Ivoire parce que j'exporte beaucoup dans ce pays-là. C'était des barrages, c'était des situations. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ils ont appris de ce qui s'est passé. Ils ont dit plus jamais. Ils viennent d'inaugurer un pont extraordinaire entre le plateau et un quartier là. Et je crois que ça nous interpelle. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut absolument Ces coups d'État, ce n'est pas la solution. Pour moi, ce n'est pas la solution. Mais il faut que nos gouvernants sachent là où s'arrêter. Il faut régler le problème des populations. Tout cela émane des difficultés. Et aujourd'hui, les difficultés sont monstres. Je vous ai dit, je vous ai cité certains exemples. Il faut que l'État collabore avec le secteur privé. Il faut absolument qu'on arrive à régler le problème de la jeunesse. Nous sommes une population jeune, majoritairement jeune. Il faut qu'on trouve des solutions par la formation. Il faut qu'on trouve les solutions par l'emploi. Il faut que ces jeunes arrivent à vivre décemment dans ce pays.
et pouvoir vivre correctement et ne pas prendre la mer. Je crois que c'est extrêmement important. Alors, une dernière question qui concerne l'organisation que vous dirigez, l'Union des prestataires des industriels et commerçants du Sénégal. Lors de votre élection, c'était en 2018. Voilà, vous avez soutenu que vous alliez tout mettre en œuvre pour que cette organisation retrouve sa place, notamment la place qu'elle mérite dans l'économie sénégalaise. Où en êtes-vous? Mais tout à fait. Je crois que quand je prenais l'UPIC, c'était une organisation à léthargie. Je précise que l'UPIC est la branche industrielle du CNP. Et moi-même, je suis vice-président du CNP et je préside l'UPIC depuis 2018, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, l'UPIC regroupe la majorité des industries du Sénégal, tous les secteurs d'activité. Même il y a des sociétés étatiques, je peux citer la Sénélec, je peux citer d'autres entreprises de l'État qui sont membres de l'UPIC. Et nous sommes sur plusieurs filières, sur plusieurs branches. Et aujourd'hui, nous avons de plus en plus de demandes d'adhésion parce que l'UPIC prend en charge les préoccupations des entreprises membres et nous sommes consultés pour beaucoup de questions. Nous sommes consultés par l'État ou par les bailleurs. Tout ce qui touche l'environnement, la baie d'Anne, etc. Le secteur privé est représenté. L'impact sur les populations, est-ce qu'elle est... Par l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes le premier contributeur de l'État au niveau de la caisse de sécurité sociale, de la retraite et autres. Donc il y a un impact et nous faisons partie, nous sommes le démembrement le plus important au niveau emploi. Nous employons beaucoup de Sénégalais et nous cotisons à la retraite pour tous ces gens-là. Et l'UPIC reçoit de plus en plus de demandes d'adhésion d'entreprises sous-régionales, etc. Et nous travaillons par exemple avec l'APROSI qui aujourd'hui au niveau de la zone industrielle de Diamniadio octroie l'UPIC aux entreprises membres de l'UPIC une place de choix. Et c'est pour ça que nous sommes membres du conseil de surveillance de l'APROSI. Voilà, merci M. Seck et bonne chance pour l'élection présidentielle. Merci. Et surtout l'étape du parrainage quand même qui est souvent compliquée. C'est vrai, c'est compliqué, mais nous avons tiré de l'expérience et je crois que nous allons y arriver. Voilà. Et le Sénégal en a besoin, c'est le moment ou jamais. Merci. Je vous remercie. Voilà, c'était Amadou Seck, donc le président de l'Union des prestataires des industriels et des commerçants du Sénégal, qui était l'invité de Soir d'Info. Excellente suite des programmes en compagnie de la TFM. Au revoir. ci jamono ji taamu leen jëfandikoo service express cash ngir faj seeni soxla yónneel dépense ak foo mënti ne taxawu say mbokk saa yu ñu la soxlaa jëfandikoo express cash yomb na télécharger Ecobank mobile